Vostra. Dans le cas de la presse, ça prend vraiment une acuité particulière avec le papier, puisque le prix a doublé en un an. Là. Donc c'est quelque chose d'assez monstrueux. C'est des millions d'euros en plus quand même à payer chaque année. Il y a un problème de réorientation des investissements des papetiers. On me disait qu'une ligne de production de papier, c'est 500 millions d'euros. Hein, donc c'est des investissements même très au-delà d'une rotative de presse. Hein, on est vraiment à l'échelle supérieure. Dès lors qu'on est dans une tendance de baisse continue des diffusions papier et donc des volumes d'impression, oui, c'est logique quelque part de la part des papetiers de réorienter leurs investissements. Donc on a un vrai sujet, et un vrai sujet dont il faut que les politiques publiques s'emparent. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Je reçois aujourd'hui Pierre Petillot, directeur général de l'APIG, l'Alliance de la presse d'information générale. Ça c'est important, il faut le préciser, on parle souvent de l'Alliance de la presse, c'est l'Alliance de la presse d'information générale. Alors énormément de sujets autour des médias, de la presse, de l'information en cette rentrée 2022, donc je suis ravi de te recevoir Pierre, pour évoquer tous ces sujets. Bienvenue. Merci et je suis ravi d'être là. Bon, top. Alors petite carte d'identité, alors c'est vrai que de l'Alliance on connaît bien l'autre Pierre Louette, qui prend la parole, qui est le président de l'Alliance. Mais je trouvais ça assez intéressant de t'avoir parce que tu connais aussi évidemment très bien ces sujets. On s'était croisés au congrès de la PHR et voilà, on avait un peu échangé suite à l'épisode que j'avais fait sur les droits voisins, notamment avec Maître Férouz Masmi du Geste. Il y avait plein de sujets que tu voulais un peu réévoquer. Je trouvais ça intéressant d'organiser cet épisode, plus tous ces sujets qu'on va évoquer aujourd'hui. Est-ce que rapidement, pour ceux qui ne te connaissent pas, on peut faire ta carte d'identité. Alors je suis allé tout simplement voir sur ton profil LinkedIn, tu ne viens pas du tout du monde de la presse. Pas du tout. Je suis jeune dans le monde de la presse, je n'y suis que depuis 2 ans. Exactement. Tu as rejoint donc voilà, tu le dis il y a 2 ans, et tu as été avant directeur adjoint des affaires publiques chez Orange, puis tu as passé 7 ans au CSA. Comment se retrouve directeur de l'Alliance de la presse? Un mélange de hasard et de chance, j'ai envie de dire. Ouais. Moi, comme tu disais, effectivement, j'ai passé un certain nombre d'années chez Orange autour des enjeux affaires publiques, gouvernance et autres. Et puis, il se trouve que j'ai travaillé justement avec Pierre Louette à l'époque chez Orange. Et que le jour où l'Alliance a cherché un directeur général, il a pensé à me solliciter. Et le défi m'a bien plu. Donc, je suis venu et je ne regrette pas un instant ce choix. Bon, et le secteur de la presse, alors par rapport au télécom, c'est un secteur qui est un peu plus compliqué. Tu mesurais un peu la difficulté, tous les challenges qu'il pouvait y avoir dans ce secteur? Alors non, heureusement qu'il y a des choses qui m'ont surpris, que je n'ai pas vu que des choses auxquelles je m'attendais. C'est ce qui fait l'intérêt du travail. C'est vrai que c'est un secteur compliqué, c'est un secteur qui est très très divers. Alors j'ai enfoncé un peu des portes ouvertes, mais voilà, c'est un secteur pluriel. Il y a une grande pluralité d'entreprises, de lignes éditoriales, d'éditeurs. C'est ce qui fait sa richesse. C'est aussi ce qui fait évidemment la difficulté et le challenge à l'Alliance d'arriver à maintenir une solidarité sur le maximum de sujets entre ces gens qui ont des situations et des intérêts parfois très différents. Ouais, on va en parler. C'est clair que ça peut être le grand écart parfois en termes de membres. Donc songe justement à la carte d'identité de l'Alliance. Alors l'Alliance, c'est une organisation assez récente. Quand est-ce qu'elle a été créée exactement ? Alors, elle a été créée formellement en 2018, mais elle est vraiment entrée en activité en 2019. Donc, c'est aussi une organisation jeune. C'est le premier directeur général de l'Alliance ? Non, il y en a eu quelques autres avant, issus en général des syndicats qui composent l'Alliance, du SPQR, du SPQN, etc. Parce que c'est ça, en fait, il faut l'expliquer un peu, la jeunesse de Absolument. De l'Alliance. C'est une réunification de plusieurs syndicats. C'est ça, c'est une union de syndicats. Les familles traditionnelles de la presse quotidienne nationale, la presse quotidienne régionale, la presse hebdomadaire régionale, la presse quotidienne départementale, avaient historiquement chacune leur association, et elles ont décidé de se rassembler. Alors c'est une union de syndicats, c'est-à-dire que chaque syndicat continue à exister et mène notamment le dialogue social pour sa branche et sa famille de presse. L'Alliance chapeaute et finalement solidarise ces organisations autour d'enjeux communs. Mais pas la presse magazine.
Alors, pas la Presse Magazine, c'est vrai qu'il y a sa propre organisation, le syndicat de la Presse Magazine, avec qui on travaille aussi très bien, parce que là aussi, évidemment, il y a des enjeux communs. Mais c'est vrai que c'est pas aujourd'hui, c'est des cultures encore assez différentes. Le rythme de parution dicte la encore. Production, voilà, un petit peu même si le numérique tend un petit peu quand même à aplatir toutes ces différences, puisque toutes les questions de rythme de parution, par exemple, n'ont plus beaucoup de sens en ligne. Donc voilà, mais on travaille bien avec les magazines et on est aligné sur beaucoup de sujets. Il y avait, alors là, c'est de la curiosité, je ne connais pas la réponse. Il y avait des discussions pour que le SEPM soit aussi dans l'Alliance, que c'est des histoires politiques. Alors, pas à ma connaissance, mais je n'étais pas là pour la création de l'Alliance, donc je ne peux pas dire. Peut-être y a-t-il eu des discussions en ce sens, mais j'en ai pas entendu parler. Combien de membres compte aujourd'hui l'Alliance ? On en a 285 au dernier recensement. D'accord. Donc tous les grands titres de presse quotidienne nationale que tout le monde connaît, Le Monde, Le Figaro, Les Échos, voilà. L'Humanité dont on parlait. L'Humanité, absolument. L'Équipe, voilà. Tous les grands titres de presse quotidienne régionale que tout le monde ou presque connaît aussi, de La Dépêche du Midi, Ouest France, les sites groupés Bras dans l'Est, La Voix du Nord, Sud-Ouest. Bon, voilà. Centre France, ce matin, voilà, absolument. Je crois qu'on a presque fait le tour. Et la presse hebdo aussi. Et voilà, la presse hebdo qui est peut-être moins connue, ou en tout cas on connaît peut-être le titre hebdo de sa région d'origine en général, mais la presse hebdomadaire régionale, c'est aussi ce qui fait la richesse du paysage en France. D'ailleurs, c'est sur les 285 membres de l'Alliance, ça doit être 240 titres à peu près. Et c'est des titres qui vont être de plus petite taille, qui vont être donc sur un rythme de parution hebdomadaire, mais qui eux aussi contribuent à la mission d'information du public sur un petit peu tous les sujets. Il y a la Gazette de Montpellier, il y a le Semeur Hebdo dans le Sud-Ouest, voilà, l'Abeille du Tavernois, tout à fait. C'est vrai que c'est l'Observateur de l'Oise, La Manche Libre. L'Observateur du Cambrésis, d'où je viens, qui exactement, est mon hebdo voilà. De Cambrai. Bah voilà. Et c'est vrai que cette typologie, comme tu le dis, on en parle moins. Et d'ailleurs, je vais essayer de faire un épisode. Je sais pas que je vais essayer. J'ai prévu de faire un épisode pour parler de PHR avec Fanny du Messager la semaine prochaine d'ailleurs. Ah bah, c'est une très bonne idée. Ouais, pour mettre un peu en avant et parce que c'est clairement c'est ça. On disait un peu le grand écart là autour du café. Il y a des grands groupes de presse. Tu as parlé de les Échos, le Parisien, mais en PHR, on a des petits groupes ou des TPE de 2-3 personnes. Donc c'est pas évident, j'imagine, un peu de réconcilier ces mondes-là. C'est pas les mêmes, ils n'ont pas les mêmes challenges, ils n'ont pas les mêmes préoccupations au quotidien. J'imagine que ça doit être compliqué de parler pour tout le monde. Oui, alors parler pour tout le monde, c'est compliqué. Et puis répondre aussi, quand on est une association professionnelle, à des attentes qui sont différentes. Les plus petits titres vont être, par exemple, beaucoup plus en attente de conseils et d'assistance, par exemple, sur des sujets juridiques ou sociaux, alors que les grands groupes vont souvent avoir une direction juridique, une DRH un petit peu staffée, qui permet aussi de faire une grosse partie du travail. Donc les attentes sont un peu différentes de ce point de vue. Après, il y a aussi des attentes communes. Le droit voisin dont on parlera certainement. Il y a une attente qui est d'être rémunéré pour l'utilisation de ces contenus en ligne, et ça, elle existe autant chez le petit que chez le gros titre, avec peut-être une capacité de négociation qui n'est pas complètement la même non plus, mais voilà, il y a des attentes communes. Ouais. Alors, d'un point de vue, c'est une association. C'est une union de syndicats. Je crois que la qualification juridique exacte, c'est union de syndicats, mais c'est une forme associative, oui. D'accord. Et donc, les adhésions, c'est en fonction du nombre de quoi, c'est du chiffre d'affaires, c'est prorata de la. Alors ça dépend des syndicats d'origine. On est encore un petit peu sur les modes justement de financement historique, et donc on est beaucoup calé sur les chiffres d'affaires et les diffusions. D'accord. C'est plutôt juste. Alors les diffusions, malheureusement pour l'instant papier, donc on est dans une réflexion justement pour faire évoluer ces critères et pour y intégrer le numérique évidemment. Ouais, si vous voulez un peu maintenir quelque part le budget de fonctionnement, ça vaut mieux pour l'équipe d'Alliance et moi. Oui. Ouais, c'est clair. Outre peser donc dans le débat public, on va en parler notamment des droits voisins et représenter donc d'une seule voix tous ces éditeurs petits, moyens et gros. Quelles sont les actions concrètes qui sont menées par l'Alliance ? Quels sont vos grands piliers non pas de fonctionnement, mais de mission. De mission, ouais, alors il y a ce que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire la mission de conseil, qui est vraiment importante. Alors je parlais des domaines juridiques, sociaux, c'est par exemple aussi quand un titre va vouloir obtenir une reconnaissance CPPAP, une reconnaissance IPG, effectivement on va le conseiller sur la présentation de son dossier. De la même façon, ce dont on parlait à l'instant, les dossiers sur le Fonds stratégique de développement de la presse, là aussi on apporte une mission de conseil. Il y a aussi une mission d'échange de bonnes pratiques, parce que les différences de situation
négociation, c'est aussi le fait, par exemple, que certains sont très numérisés, d'autres beaucoup moins. Donc là, il y a une mission de partage, d'organisation du partage d'expériences entre éditeurs. Il y a une mission sociale, alors ça qui est historique, des syndicats historiques, c'est pas l'Alliance directement, c'est les syndicats qui la composent, c'est-à-dire de négociation avec les organisations représentant les salariés pour le compte des éditeurs. Donc on négocie des conventions collectives. L'année dernière, par exemple, on a négocié un accord de rénovation totale de la convention collective de la presse en région. Et puis on a aussi maintenant une mission effectivement de négociation autour du droit voisin, là, qui est un petit peu plus nouvelle et originale. Y compris avec les syndicats, parce qu'il y a une partie de rémunération prévue pour les journalistes. Absolument. Il y a une part appropriée et équitable, dit la loi, qui doit aller aux journalistes. Alors ça, pour le coup, c'est des négociations qui se déroulent pour l'essentiel dans les entreprises. Nous, on va dire qu'on apporte une assistance à la seule négociation de branche qui est engagée sur ce sujet, qui est au niveau de la PHR, puisqu'au niveau de la PHR, traditionnellement, les sujets sociaux sont plutôt discutés au niveau de la branche. Vu la taille des entreprises qu'on évoquait, ça n'aurait pas de sens d'être dans des accords d'entreprise. Oui, clairement, ce serait un peu disproportionné. Ok, donc ça, c'est ces sujets... voilà vos grandes missions. Comme je le disais un peu en préambule, la rentrée, elle est sur le chapeau de roue. Il y a des sujets, il y en a toujours, mais là j'ai l'impression que c'est quand même pas mal chargé. J'étais la semaine dernière au dîner de la presse. Donc Pierre Louette, qui est le président de l'Alliance, donc avec d'autres syndicats, le SEPM, donc devant un peu ce cénacle dont parlait Fabien Guay, donc, où tous les confrères et consoeurs sont, et aux côtés de la ministre de la Culture, Madame Rima Abdul Malak. Il a évoqué un certain nombre de défis. Est-ce que toi, tu peux les dire? C'est quoi les grands défis? Et après, on va rentrer dans le détail, mais les grands défis de la rentrée. Alors, le numérique et le partage de valeur en ligne, on va dire, reste un défi. On a signé des accords sur le droit voisin dont on est très content, mais ça n'épuise pas le sujet. Il y a le sujet du partage de la valeur. On voit bien qu'il y a un problème d'opacité et d'équité sur le marché de la publicité en ligne qui dépasse d'assez loin d'ailleurs le seul cas des éditeurs de presse. Ce sujet est notamment en train d'évoluer aux États-Unis avec des procédures judiciaires. On verra comment on y arrive. Là, il y a quelques jours, il y a eu aussi l'annonce de demande indemnitaire déposée au niveau européen sur ces mêmes sujets. Donc ça reste un sujet de fond très important. Et puis nous, on a des négociations engagées avec des acteurs comme Microsoft ou LinkedIn qu'il faut aussi qu'on mène à bien. Il y a aussi un autre sujet de fond plus général qui est celui de la transition industrielle entre le papier et le numérique, qui est une transition longue. Et là, dans ce contexte, il y a pour le coup un élément d'urgence, une circonstance là, à la rentrée qui est très compliquée, qui est celle du prix et de la disponibilité du papier et de l'énergie également. Alors, matière première, énergie, c'est la problématique de toutes les entreprises un peu industrielles en ce moment, c'est clair. Dans le cas de la presse, ça prend vraiment une acuité particulière avec le papier, puisque le prix a doublé en un an. Là. Donc, c'est quelque chose d'assez monstrueux. C'est une surcharge financière qui est très importante, même pour des titres assez numérisés comme Le Monde. Voilà, c'est des millions d'euros en plus quand même à payer chaque année. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème dont on a du mal à percevoir la solution en plus. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà, parce que c'est industriel. C'est pas la seule raison, mais beaucoup en fait, de fabricants de papier se sont orientés vers la fabrication de carton. Parce qu'en fait, explosion du commerce en ligne, etc. Donc là, c'est structurel. Absolument. On peut râler, on peut dire que c'est pas bien, on peut demander, ça va pas changer. Absolument, ça va pas changer. C'est une transition à mener. C'est une transition à mener. Le problème étant que ça va être une transition quand même assez longue. On s'attend pas à arrêter l'impression papier de la presse dans les 10 ans qui viennent. Il y a toute une partie du public qui continue à être attaché au papier et qui va continuer à l'être. Mais comme tu le disais effectivement, il y a un problème de réorientation des investissements des papetiers. On me disait qu'une ligne de production de papier, c'est 500 millions d'euros, hein, donc c'est des investissements même très au-delà d'une rotative de presse, hein, on est vraiment à l'échelle supérieure, et ça n'est rentable que si ça tourne 85% de la journée. Donc c'est effectivement, dès lors qu'on est dans une tendance de baisse continue des diffusions papier et donc des volumes d'impression, oui, c'est logique quelque part de la part des papetiers de réorienter leurs investissements. Donc on a un vrai sujet, et un vrai sujet dont il faut que les politiques publiques s'emparent. Très clair. Sur donc ça, c'est le papier, effectivement. C'est un sujet, on pourrait en parler longtemps. Et comme tu le dis, il n'y a pas vraiment de réponse, si ce n'est une aide, des aides, enfin en tout cas un soutien de l'État. Sur les droits voisins, c'est quand même donc, le gros sujet. On l'a cité déjà 3-4 fois en filigrane dans la discussion. On sent bien que c'est très très présent. Est-ce qu'on peut revenir sur la séquence des droits voisins? Vous avez signé, vous, en début d'année... alors, j'ai marqué mai, mais je crois que c'était un petit peu plus tôt. Donc, l'APIG avait signé des accords avec Google.
on en est où là j'allais dire d'un feuilleton. Alors c'est pas un feuilleton parce que ça sous-entendrait que c'est pas important, c'est un sujet qui est hyper important. Vous en êtes où officiellement? Vous avez donc signé un accord cadre et les membres donc derrière de la PIG peuvent signer individuellement. C'est quoi aujourd'hui, là on est mi-septembre, la situation? Alors, il y a... Alors, c'est avec Google. Alors, avec Google, parce que là, tu l'as dit, c'est les droits voisins, on l'a martelé, ce n'est pas que Google, mais c'est parce que c'est les plus importants en France, la prédominance du moteur de recherche, etc. Ça a commencé par Google, donc c'est pas que Google, ça c'est peut-être la suite, mais vous en êtes tout déjà par rapport à ça? Alors, d'abord, oui, c'est pas que Google, c'est aussi Facebook, dans le cas de l'Alliance. Moi, je veux quand même rappeler qu'on avait signé un premier accord avec Google en début 2021, mais qui était assez vite obsolète, rendu caduc par l'autorité. On a signé en décembre avec Facebook, donc l'accord avec Facebook, aujourd'hui, il donne lieu à des paiements aux éditeurs au titre du droit voisin. Donc c'est important, en tout cas c'est important de le savoir. C'est le droit voisin s'est concrétisé en Europe pour la première fois. Il y a des éditeurs qui touchent de l'argent de la part de Facebook au titre du droit voisin. On a signé quelques mois plus tard, là, en début d'année, avec Google. Donc là, on est dans la procédure d'exécution. Donc les éditeurs sont en train soit de signer leur licence, soit ils l'ont déjà signé. Certains renégocient certains points de la licence individuelle et c'est évidemment leur liberté pleine et entière. Oui, tu peux crânement jouer ta chance et essayer de négocier. Absolument. Et d'ailleurs, depuis le début, c'était très clair. Nous, on est une association professionnelle, on n'est pas un organisme de gestion collective. Donc, on négocie un accord cadre, un modèle de licence qu'on veut protectrice pour les éditeurs, un niveau de rémunération. Derrière, c'est présenté à l'éditeur qui peut choisir de signer, de ne pas signer, de renégocier, qui fait absolument ce qu'il veut. On ne serait pas en mesure de l'imposer, ça, évidemment. Donc, s'agissant de Google, la plupart ont signé leur licence. Aujourd'hui, pas tous encore. Il y a des paiements qui tombent. Et on est en train de préparer avec Google le lancement de Showcase, qui est donc le futur service de news dédié de Google, qui fait l'objet d'un accord aussi et de licence pour nos éditeurs, distinct effectivement. Distinct de celui des droits voisins. Voilà. Alors, de celui des services existants de Google, parce qu'il y a aussi du droit voisin dans Showcase. Le droit voisin est mis en œuvre dès lors finalement qu'un service de communication au public en ligne utilise des publications de presse. Des contenus. Et pourquoi certains éditeurs l'ont pas encore fait? J'ai l'impression que... peut-être de manière très candide, plus tôt tu signes, plus tôt tu gagnes de l'argent si tes contenus sont utilisés. Alors, oui et non. Alors, dans le cas des services existants, de toute façon, il y a du rétroactif, parce que le droit voisin, il existe depuis 2019. Donc, même si les négociations ont été longues, il faut... Peu importe quand tu signes, en fait, c'est rétroactif. Pour le moteur de recherche et Google Actualité, oui, évidemment, le droit voisin est dû depuis l'entrée en vigueur de la loi. Donc, et c'est le cas pour l'ensemble des plateformes, ça. Donc, c'est quelque chose sur lequel on ne transige pas dans le cadre des accords qu'on négocie et qu'on signe. Mais après, comme tu disais, effectivement, certains veulent renégocier certains points, veulent adapter à leur situation spécifique. Et donc ça peut parfois prendre un petit peu de temps. Ok. Donc là, c'est Google, tu as parlé de LinkedIn, mais il y a aussi les autres, il y a Apple, il y a Snap, il y a TikTok peut-être demain. Comment vous avez un peu une roadmap là-dessus? Oui, on a une roadmap qui n'est pas complètement publique, mais on a une roadmap. Ce qu'on a souvent dit quand même, c'était qu'on passait... oui et non, il peut y avoir un certain opportunisme dans nos choix. Typiquement, sans rentrer trop dans le détail, mais c'est pas complètement innocent qu'on ait signé avec Google en décembre. Je pense que ça a aidé aussi à débloquer les situations avec leurs confrères. Aujourd'hui, on est avec Microsoft et LinkedIn. Il y a aussi Twitter, qui on pense est potentiellement un bon client du droit voisin. Voilà, donc il y a un ensemble de plateformes qu'on va faire les unes après les autres. Il y a aussi toutes les crawlers liés aux acteurs de l'e-réputation. C'est aussi une activité qui pour nous pourrait être considérée comme redevable du droit voisin. Ceux qui font de la veille. Là, voilà, exactement. Je ne sais plus les noms, mais en fait il y en a 3, 4, je ne sais plus les noms en tête, mais qui font de la veille, qui vendent de la veille. Exactement. Comme ça. Donc, exactement. Eux aussi sont demain, évidemment. Potentiellement, oui. Alors il y a aussi un travail de qualification juridique de notre part, c'est-à-dire d'aller voir dans quelle mesure et pour quel service un acteur est redevable du droit voisin, et ça n'a rien d'évident parce qu'en fait c'est très facile d'écrire une loi où on dit les éditeurs ont un droit voisin, les plateformes doivent payer, mais derrière il y a une variété d'activités qui est extrême. Pour prendre juste un exemple, Facebook, c'est une plateforme où les éditeurs viennent uploader leur contenu. Google, au contraire, c'est Google qui vient crawler les sites. Donc on est vraiment sur des activités qui sont différentes et qu'il faut arriver à qualifier au titre du droit voisin, donc de façon différente. Donc il y a toujours ce process qui est un peu compliqué. Et puis après, surtout, nous on est mandatés jusqu'à Microsoft, LinkedIn, et les éditeurs pourront faire d'autres choix aussi pour la suite, éventuellement celui de la gestion collective. Voilà, rien n'est arrêté de ce point de vue.
D'accord. Écoute, très clair. Sur la transformation, tu l'as dit, c'est aussi un des sujets sur lesquels vous aidez vos adhérents. Pierre Louette l'évoquait d'ailleurs dans sa conférence. Comment l'Alliance, vous accompagnez vos membres, les éditeurs, dans la transformation numérique concrètement, et la conversion d'abonnés, parce que c'est un peu le sujet, tu l'as dit, le papier, c'était compliqué, ça l'est de plus en plus. Enfin, en tout cas, les gens s'abonnent moins, ça coûte plus cher. Donc, on est presque naturellement dans ce schéma vers une numérisation. Tu voulais peut-être pas d'accord avec ce que je disais peut-être. Non, je dirais pas d'accord, mais il y a encore des transformations dans l'univers du papier. Ouais. Voilà, et c'est une bonne partie d'ailleurs de notre activité, notamment ce qu'on appelle le plan prime. La PQR est en train de massifier son impression, en clair de regrouper des centres d'impression. Et ça, le but, c'est d'assurer justement la pérennité de ce système d'impression et de distribution du papier pour les 10-15 ans à venir. Et ça vous aidez justement dans ces discussions où il y a des grands plans, ou est-ce que c'est... on a été, même c'est mon ancien adjoint Samir Ouechtati, qui est maintenant chez Ouest France, qui a mené ça, et plutôt de main de maître. On a mené une négociation à la fois avec l'État et avec les organisations syndicales justement sur ce plan prime et ce rapprochement des imprimés de la PQR. Et ensuite on a passé la main évidemment à nos adhérents qui eux là sont dans des accords d'entreprise sur ces sujets-là pour arriver à rapprocher leurs imprimeries. Parce que ça paraît effectivement, tu te dis ça, c'est de bon sens, puisqu'en fait, il faut que ça tourne à 85%, c'est des gros investissements. Historiquement, certains types de PQR avaient leur propre rotative. Après, évidemment, il y a une période d'amortissement. Donc, quelqu'un qui a investi il y a 5 ans, c'est dur de lui dire, maintenant, tu vas aller voir ailleurs. Mais non, peut-être pas nationaliser, mais effectivement, centraliser et avoir quelques points un peu logiques. C'est une belle manière, quelque part, de mutualiser et d'amortir les coûts. Absolument. Après, c'est très compliqué. C'est compliqué socialement parce qu'il y a des gens aussi qui travaillent dans ces imprimeries, donc il faut se soucier de leur sort. Oui, tu ne peux pas arrêter du jour au lendemain parce que tu as un sens économique à aller imprimer ailleurs. Et puis, il y a une notion de distribution derrière. Donc, quand on déplace l'impression d'un titre, il faut aussi s'assurer derrière que les messageries, les porteurs, la poste, que tout le monde est aligné pour que le titre arrive à la bonne heure dans les kiosques et dans les boîtes aux lettres. Et ça n'a rien d'évident. Donc, c'est des process et des négociations qui sont quand même très compliquées. Donc, il y a ça. On fait effectivement, comme tu disais, beaucoup de partage de bonnes pratiques autour de la numérisation, autour de la conquête, de la rétention d'abonnés. Il y a des éditeurs qui sont très avancés là-dedans. Et donc vous faites quoi ? C'est des retours d'expérience ? C'est des retours d'expérience. Vous autour d'une table avec on discute comment vous avez réussi, des use cases. Exactement. On fait venir témoigner des acteurs, parfois extérieurs d'ailleurs au secteur de la presse, et parfois qui font partie de la presse sur leur propre expérience. Alors il y a notoirement des titres connus, le New York Times par exemple. On les a fait venir témoigner devant nos éditeurs de la façon dont ils s'étaient transformés et dont ils étaient devenus un peu le leader finalement de l'abonnement en ligne pour la presse d'information. Voilà, il y a tout ce genre de choses. On les aide aussi, on parlait du FSDP, qui sont en général des projets de transformation et d'investissement. Donc on les aide à préparer ces projets, aussi à les présenter devant les services de l'État et donc à obtenir des soutiens financiers aussi. Donc voilà, on procède à tout ça. Et puis il y a des projets très ponctuels. Par exemple, sur la vente au numéro, on s'est efforcé de coordonner, alors là pour le coup pas juste les éditeurs mais l'ensemble de la filière autour d'une réflexion sur la façon de relancer les ventes au numéro, peut-être en trouvant de nouveaux points de vente, par exemple dans la distribution, dans la grande distribution, il y a parfois de la presse mais parfois il y en a déjà pas. Notamment Reworld qui a... Mais il n'y en a pas partout. Non, il n'y en a pas partout et je pense et il n'y a pas forcément toute la presse. Oui, c'est ça, exactement. Ça, c'est pas évident. Voilà, ça n'a rien d'évident, mais il y a une réflexion à mener aussi de ce point de vue. Comment on fait pour avoir encore des points presse spécialisés qui soient rentables, qui arrivent à vivre et à faire vivre quelqu'un pour s'en occuper. Voilà, c'est des réflexions collectives, ça, qu'on mène avec les éditeurs. Ok, ça c'est pareil. Enfin, tous ces chantiers-là, c'est hyper intéressant, mais ça doit être un nombre d'acteurs et puis ça doit prendre du temps. C'est pas des choses où tu as des actions concrètes très rapides. Non, ça prend du temps, oui, c'est sûr. Mais en même temps, il faut le faire parce que tu peux pas juste constater que ça baisse et puis attendre et tout mettre sur le numérique, quoi. Il faut accompagner un peu cette décroissance. Exactement. Il y a aussi donc dans les chantiers de la rentrée, on peut pas le louper, c'est le défi écologique. Bien sûr. Je pense que c'est l'année du tournant. Je crois que c'était le titre une des Échos. On le sent bien. Aujourd'hui, donc on enregistre le 14 septembre. Se tient une réunion importante à l'initiative de plusieurs médias et notamment du média Vert pour le lancement d'une charte écologique. Pourquoi est-ce que c'est pas vous qui le lancez ? Alors je te provoque un peu, mais qu'est-ce que vous faites vous autour de ça ? Est-ce que vous accompagnez vos membres vers une transition écologique et énergétique ?
Alors absolument on le fait. On communique pas encore assez sur le sujet, mais précisément nous on fait plus du fond que de la communication. Alors les chartes c'est ça très c'est bien, dommage. Mais... Tu vois ça participe aussi à ça cet épisode. Mais c'est très bien les chartes, il faut certainement, mais à un moment il faut surtout s'occuper des processus industriels qui génèrent du carbone. Et c'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas d'aider les éditeurs à faire ça. Donc la presse elle s'est pas du tout saisie de ce sujet il y a 15 jours. La presse elle communique par exemple sur les gestes de tri et de recyclage depuis une dizaine d'années. Elle est d'ailleurs régulée par l'État. L'activité de la presse au titre de la production, de l'impression du papier et derrière de la gestion des déchets, il y a une régulation, il y a ce qu'on appelle un système d'éco-contribution depuis un bon moment qui se traduit notamment par des pages de pub pour promouvoir les gestes de tri, les gestes de recyclage. Voilà. Et c'est quelque chose qu'on aimerait continuer à faire. La loi malheureusement prévoit d'y mettre fin là, prochainement et on aimerait même élargir ça à la sobriété énergétique par exemple qui est un vrai sujet. Sur le fond, c'est-à-dire l'aspect industriel des choses que j'évoquais, à quelque chose malheureux, j'ai envie de dire, la baisse continue des tirages papier fait que mécaniquement l'empreinte carbone est en train de baisser. Ouais. C'est le cas aussi pour la consommation d'électricité. Vous regardez par exemple, Ouest France communique dans leur rapport RSE sur leur consommation d'électricité. Voilà, la courbe elle est vraiment en pente raide. C'est ça la réalité. Donc voilà, mécaniquement cette empreinte elle diminue. Et puis après, le fait que précisément le modèle économique du papier devienne de plus en plus, l'équation devient de plus en plus compliquée pour les éditeurs, ça les a obligés à chercher de l'optimisation et donc à réduire la consommation de papier, à réduire la consommation d'huile, la consommation d'eau, la consommation d'électricité, etc. Et aujourd'hui, on arrive quand même à des outils d'impression extrêmement vertueux. Si vous regardez l'imprimerie de Ricobono au Tremblay en France, qui imprime notamment les Échos, le Figaro, le Parisien aussi, je crois, oui, voilà. La gestion du papier est entièrement automatisée, donc la gâche est réduite au maximum. C'est des machines qui chargent les bobines au millimètre près, enfin ça doit même être beaucoup plus que le millimètre comme échelle, sur les rotatives. Les eaux sont récupérées et retraitées, la chaleur dégagée par les machines est utilisée pour reproduire de l'énergie, etc., etc. On était la semaine dernière chez Ouest France, c'est à peu près la même chose. Donc on a des imprimeries qui sont devenues extrêmement optimisées du point de vue environnemental. Il y a aussi une réflexion derrière à l'échelon de la distribution. Là aussi, il y a un sujet. Une société de portage comme Proximi, elle a investi dans des véhicules, par exemple, électriques pour essayer de décarboner la distribution de la presse. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont faites au niveau du processus industriel. Et puis après, derrière, il y a l'aspect éditorial, et c'est les chartes qu'on évoquait renvoient plutôt à ça. Et là aussi, je pense que la presse d'info va pas du tout rougir, bien au contraire. Nous, on a fait l'exercice de regarder sur les 10 ans écoulés le nombre d'articles qui ont été consacrés. Alors d'abord, le nombre d'articles lui-même est important. Il y en a on en a compté 230 000 dans les titres de l'Alliance sur une dizaine d'années. Et puis la pente, surtout, là, pour le coup, va dans l'autre sens que la consommation d'électricité, c'est-à-dire que c'est une augmentation permanente. Et on voit bien qu'il y a des pics au moment des grands événements. Rapport du GIEC, par exemple, publication rapport du GIEC, vous avez un pic de traitement par la presse d'information qui est absolument massif. Grandes manifestations, etc., etc. Voilà. Donc ça, vous le surveillez, vous le comptez comment c'est, alors ça, on le au titre de quoi vous avez une commission énergétique, juste par curiosité, qu'est-ce qui a motivé le fait que vous comptiez ce nombre d'articles? Ce qui a motivé le fait, c'est qu'on s'est rendu compte finalement que la presse était mise parfois sur le même plan que n'importe quel autre média ou activité économique du point de vue de son empreinte écologique. Et or, c'est pas la même chose puisque précisément la presse, elle a un apport éditorial, elle informe les gens. Quand vous publiez une page dans la presse, c'est pas comme un 4x3 de publicité ou un imprimé publicitaire dans la boîte aux lettres. C'est même pas comme, je dirais, des chaînes de télévision qui font de l'info, mais dont c'est une partie du métier qui font aussi beaucoup de distraction, de divertissement, de télé-réalité, etc. Nous, 99% du contenu, c'est de l'info, c'est de l'éclairage du citoyen, notamment sur les sujets écologiques. Et donc on a voulu documenter ça et montrer comment la presse avait justement informé le public et contribué à éclairer la conscience collective sur ces sujets-là. Il faut qu'on puisse continuer à le faire, c'est ça qui est important. Et continuer à le faire donc, dans des conditions économiques raisonnables, donc ça veut dire ne pas être trop contraint non plus sur la publicité ou sur ce genre de choses. Donc c'est des choses qu'on a essayé de faire passer au moment des débats sur la Convention climat qui ne sont pas évidentes parce qu'on n'est pas dans du blanc ou du noir, c'est pas tranché, voilà, mais il y a cet apport qui est quand même extrêmement important. Et après, il y a la façon dont on traite ces sujets. Certains voudraient qu'il y ait, je sais pas, un pourcentage des contenus de presse consacrés à ça, etc.
nous, on pense que vraiment la pluralité des approches, c'est ça qui fait que le sujet sera le mieux traité. Et on a des éditeurs qui pensent qu'il faut des cahiers dédiés, des rubriques dédiées ou des suppléments réguliers sur le sujet. On en a d'autres qui pensent au contraire que le sujet doit irriguer l'ensemble de leurs rubriques. Très bien, chacun a son approche. Et nous, d'ailleurs, Alliance, on n'est pas là pour donner des consignes éditoriales aux éditeurs. C'est pas notre métier. On n'a aucune légitimité pour faire ça. Vous avez rien au côté de l'éditorial. On n'a pas rien, c'est-à-dire qu'on a une commission de l'information à laquelle, d'ailleurs, collabore Alexis, qui rassemble les rédac-chefs de tous nos éditeurs, qui échangent sur les sujets, mais il est bien évident qu'on est sur un terrain qui est plus sensible que d'autres sujets industriels ou autres. Il y a une liberté éditoriale qui est celle des éditeurs, et c'est pas le métier d'un syndicat professionnel de dire aux éditeurs ce qu'ils doivent raconter, et encore moins aux journalistes. C'est clair. Et c'est l'importance dans la pique du côté information générale aussi, quoi. C'est une presse particulière, ce que tu disais, voilà, on n'est pas, et c'est ce qui distingue aussi de la presse magazine. Alors il y a de l'IPG dans la presse magazine, mais voilà, la presse d'information politique générale, c'est une presse qui est importante. Donc peut-être vous demandez moins de contraintes parce qu'il y a une espèce de mission de société d'informer, de devoir d'informer, droit à l'information, qui fait que c'est un secteur un peu particulier, quoi. Absolument. Et c'est d'ailleurs reconnu comme ayant une valeur constitutionnelle, cette idée de pluralisme de l'information du public par la presse d'information. On touchait un peu là du doigt la liberté des journalistes, et je voulais justement parler un peu de liberté de la presse. Donc je lisais un article il y a quelques jours sur La Tribune où l'Union européenne prépare une loi sur la liberté des médias. Et donc c'est un règlement qui vise à mieux encadrer les concentrations à l'œuvre dans de nombreux pays et à mettre des garde-fous destinés à protéger des journalistes et leurs travaux lorsque leur indépendance est menacée. Alors c'est évidemment très destiné entre les lignes à des pays d'Europe de l'Est où il y a peut-être plus de concentration, peut-être plus d'interventionnisme, etc. Maintenant, on ne peut pas dire qu'en France on soit... alors épargner le terme est peut-être un peu fort, mais il y a de la concentration dans les médias, j'en parlais avec Jérémy Parola de Reworld, il y a des milliardaires qui possèdent de nombreux médias en France, et donc il y a eu sur cette loi qui se prépare une levée de bouclier au niveau européen d'associations de médias, et donc l'IMME et l'INPA, donc dont nous sommes membres, dont vous êtes membre, qui parlent d'entrave à la liberté d'entreprendre. Donc c'est toujours un peu ce débat, et qui est hyper intéressant, parce que ce que disait Jérémy de Reworld, c'est que rester tout seul dans son coin, c'est impossible de survivre aujourd'hui dans le contexte global, qui justifie aussi une fusion TF1-M6, et pour autant ça peut être inquiétant, parce que plus il y a de concentration et plus il y a on peut se dire moins il y a de liberté quelque part, etc. C'est quoi votre position par rapport à ça, et plus globalement sur la liberté de la presse? Tu peux peut-être aussi parler un peu de régulation des contenus de modération, c'est un sujet qui est important pour l'Alliance. Donc il y a une double question là-dedans. Elle est vaste, effectivement. Ouais. Alors sur concentration, si on regarde sur les 20 dernières années, oui, il y a eu de la concentration dans la presse. Typiquement en PQR, on voit que les titres se sont regroupés par plaque géographique un petit peu. On a Groupe EBRA, Groupe Rossel, Ouest France, Sud-Ouest, La Dépêche, des Nice Matin. En l'espèce, ça a été une condition de survie de cette presse. Les titres derrière ont conservé leur rédaction, leur indépendance, et s'il n'y avait pas eu des gens pour les racheter, dans bien des cas, vraisemblablement, ils auraient fermé. Voilà. On parle des milliardaires, alors j'ai rien à dire parce qu'il n'y en a pas tant que ça quand même. Les milliardaires, ils sont souvent venus sauver la presse à la demande d'acteurs extérieurs. Si on prend le cas de France Antilles, si Xavier Niel, il y a quelques années, sollicité par l'État d'ailleurs, par le gouvernement de l'époque, n'avait pas racheté France Antilles, il est vraisemblable malheureusement que ça disparaissait. Donc c'est clair. Voilà, c'est quand même ça la réalité. Après, nous, quand on regarde l'Alliance, ce constat que la presse serait détenue par quelques milliardaires, la réalité le dément quand même assez clairement. Autour de la table de notre conseil d'administration, on a effectivement quelques titres qui appartiennent à des milliardaires, ou à des groupes qui appartiennent à des milliardaires. On a aussi des titres qui appartiennent, et pas des moindres, à des fondations. Ouest France, c'est une fondation. Centre France, La Montagne, c'est une fondation. On a du capitalisme familial plus traditionnel à Sud-Ouest ou à La Dépêche, donc qui détiennent leur titre depuis un moment. Chez EBRA, on a une banque, certes, mais une banque mutualiste. On ne parle pas tellement de Lehman Brothers non, on parle du Crédit Mutuel. Donc voilà, on a et puis il y a toute la variété de petits groupes d'entrepreneurs, de PME, de TPE, de la PHR. Dominique Verdiel à Grenoble, qu'on évoquait, Vincent David à Bordeaux, Jean-Pierre de Keraoul dans l'Oise et dans bien des
département d'ailleurs, la Manche libre dans la Manche, voilà, que j'aime bien citer parce que c'est chez moi. Donc on a une très grande pluralité, c'est ça la réalité, d'actionnaires, de lignes éditoriales et de lignes politiques parfois. Donc le sujet de la concentration est lié à celui de l'indépendance, mais l'un ne se résume pas à l'autre, on ne peut pas les confondre. Et il faut bien voir qu'en France, on a, et tant mieux pour les journalistes, ça fait probablement pas toujours plaisir aux éditeurs, mais on a un dispositif de protection de l'indépendance des journalistes qui est extrêmement développé, de l'indépendance économique et de leur indépendance éditoriale. Je pense notamment aux clauses de cession et aux clauses de cession, clauses de conscience, et tout le système de protection sociale qui va derrière, la commission arbitrale, etc., qui offre quand même des garanties économiques importantes aux journalistes, Aucune autre catégorie de salariés, à ma connaissance, dans le privé n'a ce genre de choses. Et encore une fois, tant mieux pour eux. Il faut se réjouir d'avoir ça, mais il ne faut pas caricaturer la situation. Tout ça n'existe pas dans la plupart des autres États membres, et ça nous amène au sujet européen, justement, avec cette volonté de la Commission, effectivement, d'aller réguler la concentration et de s'efforcer de protéger l'indépendance des journalistes. Comme tu disais, ça vise au premier chef à adresser la situation dans des États dits illibéraux, notamment en Europe de l'Est, où il y a certainement un problème. Quand on voit effectivement ce qui se passe en Hongrie, le paysage médiatique, il y a sans doute un sujet. Oui. Voilà. Il faut faire attention aux effets de bord dans les autres pays. Et notamment, nous, le grand danger qu'on voit dans le projet de texte Media Freedom Act qui a été présenté, c'est qu'on est en train de mettre fin au système actuel équilibré qui protégeait le travail des journalistes dans le cadre d'un titre de presse, le système de la responsabilité éditoriale et de la responsabilité pénale. Aujourd'hui, en France, on a un directeur de la publication dans chaque titre qui peut être traîné devant le juge à titre personnel, passez-moi l'expression, mais si on déconne dans ce qu'on publie. Voilà, chacun peut publier, on est libre, il y a la mais liberté, derrière, on peut écrire tout ce qu'on veut, mais il y a un cadre légal, on ne peut pas appeler à la haine. Mais on doit répondre éventuellement de l'abus de cette liberté devant le juge, a posteriori, si quelqu'un s'estime lésé d'une façon ou d'une autre. Il faut faire attention dans quel système l'Union européenne veut passer de ce point de vue. Moi, quand je lis le projet de texte qui a fuité Media Freedom Act, je ne vois pas très bien en quoi il est compatible avec ce système de directeur de la publication, de responsabilité pénale et de protection du coup des rédactions. On invente une espèce de muraille de Chine entre le management du titre et la rédaction, mais on ne dit pas qui va assurer la responsabilité de ce qui est publié. Responsabilité pénale comme la responsabilité économique d'ailleurs. Et ça, c'est un vrai problème. Et puis par ailleurs, il y a cette tendance aussi dans ce texte, au nom de la lutte contre la désinformation, à faire passer la presse sous une forme de régulation administrative de ses contenus, en confiant ça à des organismes de régulation précisément administrative. C'est quelque chose qui peut-être vaut dans le cas de l'audiovisuel. Voilà. La presse ne doit pas avoir de régulateur qui lui explique ce qu'elle doit dire et comment elle doit le dire. C'est une condition essentielle de la liberté de la presse, et on a quand même un petit peu l'impression que la Commission européenne est en train de mettre ça de côté. Vous discutez avec eux, vous faites du lobbying dans le bon sens du terme, vous les rencontrez absolument. Pour essayer d'appuyer quand même un peu ces... Alors absolument. Mais après, cette liberté de la presse, elle a peut-être pas le même sens, le même niveau dans chaque pays. Exactement. Alors c'est vrai aussi, et c'est une des difficultés. Comment imposer un règlement européen strict sur un sujet aussi sensible et avec des traditions juridiques et politiques aussi différentes entre les États membres. Si on va au dénominateur commun et que c'est le plus bas, quelque part, pour la France, ça le fera pas. Exactement. Voilà. Pour le redire, la France a un niveau élevé de protection de l'indépendance de ses journalistes. Il faut qu'on conserve ce système-là. Ok. Bon, donc ça, c'est affaire à suivre, c'est en préparation. Je pense qu'il y a tout un travail de lobby, comme on dit, encore une fois. On le fait, effectivement, mais on a l'impression de ne pas être très entendu par la Commission européenne, pour être honnête. On est allé les voir, pourtant, sur ces sujets. Et inversement, on a l'impression que la régulation de l'information en ligne, la Commission européenne a décidé de faire ça avec les plateformes, en bonne entente et en bonne collaboration avec les plateformes, mais pas tellement avec les gens qui produisent l'information et dont c'est le métier. Ok. Bon, donc c'est encore un nouveau, non pas feuilleton, mais un nouveau front, voilà, une nouvelle série à suivre sur cette régulation. Ça risque d'être passionnant, et comme tu le dis, c'est assez critique quand même, parce que là, ça touche quand même au fondement un peu de la liberté de la presse. C'est critique pour la liberté de la presse. Ouais. Et pourtant, il y a des sujets dont pourraient s'emparer, il nous semble, les institutions européennes en termes de liberté de la presse, qui sont peut-être pas très vus aujourd'hui, celui des blocklists, par exemple, qui est quelque chose d'assez opaque, qui est très technique, c'est-à-dire que pour la publicité programmatique, finalement, les annonceurs protègent leurs marques, aidés par les agences de communication, au moyen de listes de mots-clés qui bloquent l'affichage de la publicité sur tel ou tel site, dès lors que le mot-clé y apparaît. Oui, pour rester dans un environnement brand safe. Brand safe, exactement, ce qui est évidemment une
préoccupation totalement légitime de la part des annonceurs. Et donc c'est quoi l'exemple classique, c'est la compagnie aérienne qui n'a pas envie de voir sa publicité à côté d'un article qui annonce un crash d'avion, et on peut le comprendre. Le problème est qu'aujourd'hui, ces listes sont encore une fois totalement opaques, complétées sans contrôle. On y rajoute toujours des mots, mais on n'en retranche jamais, et qu'on arrive à des choses complètement folles. Où on n'arrive pas à vendre son inventaire parce qu'en fait, il y a toujours un mot qui Exactement, et d'autant plus quand il s'agit de la presse d'information, puisque par définition, nous n'annonçons pas que les trains qui arrivent à l'heure, donc il peut y avoir une dimension parfois un peu négative dans les événements qu'on relate. Et là, ça passerait par quoi, en fait? Une espèce d'harmonisation et une communication, quelque chose de très je pense qu'il faut source qui dirait, voilà, les listes, en fait, de chaque annonceur ou par secteur. Alors, effectivement, il ne faut pas exclure une régulation, voilà, une forme de transparence là-dessus. Je ne sais pas s'il faut une loi sapin de la publicité numérique, mais en tout cas, il faudrait une forme de transparence, peut-être de régulation. Ça paraît compliqué à mettre en œuvre, mais idéalement, c'est ce qu'il faudrait. Il faut peut-être aussi que les annonceurs se responsabilisent de ce point de vue. Moi, je ne suis pas sûr qu'ils soient tous conscients, justement, de l'effet de ces listes de blocage sur leur campagne de communication et des mots-clés qui existent dans ces listes. Parce que nous, on a vu passer des listes où vous avez des mots qui bloquent l'affichage de la pub, comme Macron, comme gay, comme Allah, comme couteau, comme voilà. Donc des mots absolument génériques. Oui, qui pris individuellement. Voilà. Qui ne devraient pas poser problème pris individuellement. En même temps, et je ne suis pas sûr que toutes les marques seraient ravies de savoir que, sur le terrain de la RSE, leur communication s'oriente exclusivement vers des sites où il n'y a pas ces mots précisément. C'est ce que j'allais dire, parce que quelque part, est-ce que les marques, tant qu'elles peuvent dépenser leur budget et qu'elles ont un retour sur investissement, si elles le savent pas, enfin c'est plus une question RSE que business, parce que tant qu'elles arrivent à dépenser et vendre leurs produits, je veux dire, elles s'en fichent un peu quelque part. C'est plus se dire, voilà, comment est-ce qu'on doit participer nous aussi à cette discussion démocratique du pluralisme de la presse, de la liberté, de la survie de la presse en ayant une partie de nos budgets là-bas. C'est pas évident. C'est pas évident, c'est vrai. Donc ça, c'est aussi je connaissais pas le sujet des blocklists. J'ai essayé de suivre ça un petit peu pour. C'est un vrai sujet de financement de l'information derrière. Ouais, clairement, puisqu'en fait c'est du budget qui va vers d'autres plateformes, d'autres types de médias réputés plus inoffensifs. Je suis pas sûr que sur le fond ce soit le cas, mais voilà. Non, oui, ou qui sont vraiment très faits sur mesure pour être brand safe, et quelque part. Si d'un point de vue business c'est bien pour eux, c'est pas bon pour le fond de l'information, notamment IPG. Éducation aux médias, parce que ça peut être aussi non pas une solution à ce qu'on vient de dire, mais en tout cas qui est un grand sujet de fond. Donc la ministre de la Culture, justement, Rima Abdul-Malak, a évoqué le besoin d'œuvrer pour les plus jeunes publics. L'Alliance est associée, vous êtes associé à l'APEM pour mettre en relation médias, écoles et enseignants. Quelles sont vos priorités sur ce sujet de l'éducation aux médias ? Alors oui, on est associé, même on a créé l'APEM, qui est maintenant l'Association pour l'éducation aux médias, et à laquelle désormais appartient aussi le SEPM, le syndicat des magazines. Donc on travaille de façon commune là-dessus, et on est très content de travailler avec eux. C'est un vieux sujet, l'éducation aux médias, pour les éditeurs. Ils font ça depuis très longtemps en fait, un peu comme la transition écologique. Et notamment, ils vont dans les classes, ils offrent des exemplaires des journaux aux écoles depuis des années. Il y a un événement qui est chapeauté par le Clémy au sein de l'éducation nationale, qui est la semaine de la presse et des médias dans l'école, qui intervient chaque année. Et nous, on a l'ambition effectivement de développer fortement ces actions d'éducation aux médias. C'est l'idée de la création de l'APEM et de son élargissement au magazine, avec des projets spécifiques. Alors, on va faire plus durant la semaine de la presse et des médias à l'école, mais aussi le reste du temps. Il y a notamment un concours dont le prix est remis demain, je crois d'ailleurs, Europorter, qu'on organise maintenant depuis 3 ans, qui permet à des classes de concourir avec un reportage sur l'effet de l'Union européenne dans leur quotidien. Donc, par exemple, la première année, c'était une classe de La Réunion qui avait fait un reportage, qui a gagné, sur une passe à poissons financée par l'Union européenne, qui permettait, dans une rivière près de chez eux, que les poissons passent sans se faire hacher par les pales de la centrale locale, ce qui est quand même appréciable, et qui était un reportage remarquable, de qualité professionnelle, vraiment, qui aurait pu passer comme ça en télévision. Et donc, on organise ça chaque année pour
à la base pour le collège et le lycée, maintenant aussi pour le primaire, avec l'idée de valoriser à la fois, de faire de l'éducation aux médias, de valoriser l'Union européenne et de valoriser évidemment l'information et la presse d'information. Et c'est un concours qui a de plus en plus de succès. Chaque année, le nombre de candidats grossit, donc on est assez content de ça. On a aussi un projet qui s'appelle Parcours Média, qui est lié notamment à la présence de stagiaires de 3e dans les rédactions et dans les médias. Et qui pour le fameux stage d'entreprise de 3e, où vous essayez de récupérer certains de ces stagiaires, de les mettre dans les médias pour qu'ils... Tout à fait, et puis on essaye de leur donner des outils et donner des outils aux médias qui les accueillent pour faire de l'éducation, en profiter pour faire de l'éducation aux médias, les informer sur la façon dont ça fonctionne, sur le modèle économique aussi des médias. Ça, pour le coup, c'est un vrai angle mort probablement vis-à-vis de la jeunesse et vis-à-vis du public en général. Comment on finance l'information, comment ça marche aujourd'hui. Tout ça, effectivement, c'est le bon sujet de fond, parce qu'en fait, les jeunes et la presse, c'est quand même quelque chose d'un peu... compliqué. Je ne sais pas si vous avez des études, si vous regardez ça un peu de près. Alors je pense qu'il y a l'éducation à l'importance de lire la presse, mais aujourd'hui pour eux la presse c'est sur les réseaux sociaux, c'est sur TikTok, je pense qu'ils savent même pas qu'on peut limite acheter quelque chose dans un kiosque. Ça c'est vrai, mais on en est encore au début là-dessus, et c'est vrai, tu as raison, on a beaucoup de travail devant nous sur le sujet de l'accès aux médias, et effectivement la ministre nous a sollicité là-dessus en disant il y a un vrai sujet, il faut que vous bougiez là-dessus. Et pour autant, les stats montrent qu'on a un très fort taux de reach, si j'ose dire, des jeunes avec les marques médias en ligne. La plupart des jeunes sont en contact avec nos titres en ligne au moins une fois par mois. Après, le sujet, c'est comment et comment c'est monétisé, évidemment. Donc voilà, il faut aller les chercher là où ils sont, donc sur TikTok, sur Snapchat. Des éditeurs ont commencé à le faire. Il y a des comptes qui sont à plus d'1 million d'abonnés. Voilà, ça commence. Mais on en est au début. Et derrière, il y aura la question de la monétisation, que ce soit via la pub ou via la vente d'abonnements. Est-ce que c'est des abonnements dédiés via TikTok? Je ne sais pas. Voilà, ou en tout cas, faire un peu de faire connaître sa marque pour que plus tard, quand ils peuvent, ils viennent s'abonner. En tout cas, c'est important d'y être. La ministre a notamment évoqué la création d'états généraux du droit à l'information. Ça, c'était une des grandes... je sais pas dire cause en tout cas du programme du candidat Macron. Qu'en est-il ? Alors, qu'en est-il ? Je ne vais pas répondre pour le ministère parce que c'est un projet du pouvoir public, mais on échange évidemment avec eux dessus. Moi, ma compréhension, c'est que l'idée, c'est de traiter l'ensemble des sujets de débat qui ont pu émerger au sujet des médias ces derniers mois. Donc, le sujet, évidemment, concentration, liberté des journalistes, indépendance éditoriale, désinformation aussi, évidemment. La jeunesse va être aussi un grand pan dans ma compréhension de ces états généraux des médias, l'éducation aux médias, mais aussi la façon, ce qu'on vient de se dire, la façon dont les jeunes peuvent accéder aux marques d'information. Et puis nous, encore une fois, on aimerait y ajouter quelques sujets qui nous semblent importants, notamment le financement effectivement du journalisme et de l'information aujourd'hui. Sur quel pilier économique ça repose, les abonnements, la publicité, les ventes au numéro qui malheureusement déclinent de façon accélérée, les annonces judiciaires et légales qui sont aussi un sujet pour beaucoup de titres, etc. Comment ça s'articule avec un actionnariat solide et non interventionniste, puisque c'est évidemment un souci important. Et derrière, comment on y accède ? Qu'est-ce qu'on paye pour accéder à l'information ? Est-ce qu'elle est gratuite ? Voilà, tout ça, c'est des vrais sujets. Le rôle du service public aussi, articulé aux médias privés, comment en France, ça peut s'articuler. Voilà, on a beaucoup de sujets sur la table. Et la liberté de l'info, puisqu'encore une fois, nous, on pense que c'est vraiment quelque chose d'important. C'est ce que je disais, voilà, droit à l'information et liberté, c'est vraiment très lié. On arrive au bout de cet épisode, juste un peu d'ouverture. C'est quoi les futurs projets de l'Alliance ? Donc on a évoqué un nombre de chantiers, et je pense que ça vous occupe bien. Surtout qu'à l'Alliance, c'est une petite équipe, hein, c'est pas toute une armée, donc je sais que vous êtes bien occupés, mais c'est quoi un peu les futurs projets de l'Alliance ? Alors ça peut être intégrer le SEPM, j'en sais rien, je dis ça au hasard, ou élargir à d'autres types de médias peut-être. On a une réflexion effectivement, mais bon, c'est plus du statutaire et de la cuisine interne, mais effectivement on a une réflexion sur qui on accueille à l'Alliance, comment est-ce que un pure player peut être membre de l'Alliance et dans quelles conditions. Voilà, ça c'est des vraies questions pour nous, et évidemment il faut qu'on s'ouvre comme tout le monde encore plus au numérique, et qu'on fasse cette transition nous aussi. Ouais. Intégrer le SPIL peut-être. Peut-être, je suis pas sûr qu'ils seraient ravis. Non, mais je pense qu'ils aiment bien dans le mot indépendant dans leur acronyme, je pense qu'ils y tiennent un petit peu. Voilà, juste la dernière question qui est toujours un peu, est-ce que tu as un truc
cool que tu as vu ces derniers temps, que tu pourrais me partager, qui peut être en rapport ou pas avec la presse, qui peut être une série que tu as aimée sur une plateforme, Salto, moi c'était une plateforme française. Alors ce sera pas sur Salto, mais bon, la plupart des auditeurs doivent déjà être au courant, mais je vous encourage à aller voir la saison 5 de Rick and Morty qui est enfin arrivée sur Netflix. Voilà, moi c'est fait et c'est à ne pas manquer. Exactement, et elle est très très bonne effectivement. Et d'ailleurs, enfin juste en parlant de Netflix, j'ai vu qu'ils allaient changer leur modèle pour arrêter de mettre à disposition tous les épisodes d'une série, pour arrêter le binge watching. Ce qui est assez radical hein, pour c'est eux, totalement comme radical. Changement de modèle quand même. Ouais, mais bon, je pense qu'ils se posent plein de questions quand même chez Netflix. Le ralentissement de la courbe d'abonnés doit les pousser à exactement, et puis l'arrivée de la publicité, etc., qui va un peu aussi chambouler tout ce monde-là. Mais donc en tout cas, la saison 5 de Rick and Morty disponible sur Netflix. Voilà, c'est le truc cool. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces infos, ta transparence sur tous ces sujets. Bonne rentrée, bonne année 2023-2024. Je pense que voilà, tu auras des beaux chantiers, des belles choses à mener. Et puis au plaisir de se tenir au courant et puis de relayer un peu les informations importantes de l'Alliance. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.